Cette matinée de mai avait commencé comme tant d'autres à notre maison de campagne. Le ciel clair, typique de la Dordogne, promettait une journée agréable pour notre sortie en famille. Mon fils Julien avait insisté pour que nous allions jusqu'au belvédère des Aigles, un promontoire naturel situé à quelques kilomètres de la propriété. « Maman, tu vas adorer la vue d'en haut. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait une sortie ensemble, » avait-il dit avec ce sourire qui m'avait toujours conquise depuis qu'il était petit. Pendant que je partage cette histoire difficile avec vous, je vous demande de laisser un commentaire pour que plus de personnes puissent connaître ce témoignage. Peut-être ainsi pourrons-nous éviter que d'autres mères et pères vivent ce que j'ai vécu. À 71 ans, je n'étais pas exactement enthousiaste à l'idée de randonner sur des terrains accidentés. Mais Julien et Charlotte, ma belle-fille, ont tellement insisté que j'ai fini par céder. Je voulais faire plaisir, maintenir l'harmonie familiale. Nous t'aiderons dans les passages les plus difficiles, m'avait assuré Charlotte, avec une sollicitude qui, je m'en rends compte maintenant, aurait dû éveiller mes soupçons. Le chemin jusqu'au belvédère était escarpé et rocailleux. À chaque pas difficile que je faisais, Julien tenait mon bras fermement, trop fermement, je le comprends aujourd'hui. Charlotte marchait devant, vérifiant constamment son téléphone. « Je vérifie s'il y a du réseau », expliqua-t-elle quand je demandais. Je sais maintenant qu'elle confirmait si nous étions sur l'itinéraire planifié. « Nous y sommes presque, Madame Leroy », dit Charlotte en apercevant le bord du belvédère. La vue d'ici est spectaculaire. Le promontoire était vraiment impressionnant, une formation rocheuse plate qui surplombait la vallée, créant une plateforme naturelle avec une vue sur des kilomètres de forêt préservée. En dessous, un précipice d'environ 30 mètres se terminait dans une rivière pierreuse qui serpentait à travers la végétation. « Allons plus près du bord, maman. C'est là que la vue est la meilleure, » insista Julien, en me tirant doucement par le bras. Quelque chose dans mon instinct de survie a déclenché une alerte. Pourquoi aller si près du bord? Le vent soufflait fort là-haut et j'ai toujours eu une peur naturelle des hauteurs. « Je pense que c'est bien d'ici, mon fils, » répondis-je, essayant de me dégager. Je peux tout voir parfaitement. C'est alors que j'ai remarqué un échange de regards entre Julien et Charlotte, un regard que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas le regard de personnes profitant d'une sortie en famille. C'était quelque chose de froid, calculé, impatient. « Allez, maman, juste un peu plus. Je veux prendre une photo de toi avec la vallée en arrière-plan, » insista Julien, sa prise sur mon bras se raffermissant. J'ai essayé de reculer, mais j'étais entre eux deux, Julien tenant mon bras droit et Charlotte s'approchant maintenant par la gauche. La panique a commencé à grandir dans ma poitrine. « Julien, j'ai peur. »« Reculons un peu » ai-je demandé, ne cachant plus mon malaise. Le visage de mon fils a changé. Le sourire affectueux a disparu, laissant place à une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une détermination froide, presque inhumaine. « Désolé, maman, dit-il d'un ton mécanique. C'est mieux ainsi. » Je n'ai pas immédiatement compris ce qu'il voulait dire. Je ne pouvais pas comprendre. Quelle mère imaginerait que les prochaines actions du fils qu'elle a porté dans son ventre, qu'elle a allaité, à qui elle a appris à marcher et à parler, seraient de la poussée d'une falaise? La poussée est venue des deux côtés simultanément, Julien et Charlotte, dans un mouvement clairement répété. J'ai senti mes pieds quitter le sol, mon corps projeté dans le vide. Le cri qui est sorti de ma gorge ne semblait pas humain. C'était de la terreur pure, de l'incompréhension totale. La chute a semblé durer une éternité. On dit que dans ces moments-là, la vie défile devant nos yeux comme un film. Pour moi, c'était un des flashs décousus, la naissance de Julien, son premier jour d'école, son mariage avec Charlotte, son visage froid quelques secondes avant la poussée. L'impact n'est jamais venu comme il aurait dû. Au lieu de me fracasser contre les rochers au fond de la vallée, j'ai senti mon corps ralentir, comme si quelque chose amortissait ma chute. Je suis tombée sur une saillie rocheuse partiellement couverte de végétation, environ 10 mètres en dessous du sommet.
L'impact a été violent, mais pas fatal, comme il aurait dû l'être. Une douleur lancinante a parcouru mon corps. J'ai senti des os se briser, l'air expulsé de mes poumons. J'ai momentanément perdu conscience. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé sur le côté sur la saillie rocheuse, mon corps tordu dans des angles impossibles. La douleur était indescriptible. J'ai essayé de bouger, mais rien ne fonctionnait correctement. Le sang coulait d'une blessure à ma tête, brouillant ma vision. Au-dessus, j'ai pu entendre des voix, Julien et Charlotte, en pleine discussion. Elle est tombée sur cette saillie, elle n'a pas atteint le fond. Et maintenant, elle pourrait être vivante. Nous devons descendre et vérifier, nous assurer. Il n'y a pas le temps. Des gens doivent déjà arriver. Ils ont entendu son cri. Nous devons appeler les secours, dire que c'était un accident. Et si elle a survécu? Et si elle raconte ce que nous avons fait? Elle est complètement brisée. Qui la croirait contre nous? Leurs voix se sont estompées à mesure qu'ils s'éloignaient du belvédère. Ils me laissaient mourir lentement, seul, brisé sur un rocher. Mon propre fils. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, flottant entre conscience et inconscience. La douleur était ma seule compagnie, avec l'incompréhension absolue. Pourquoi? Qu'avais-je fait pour mériter cela? Comment le garçon qui un jour avait juré de toujours me protéger pouvait-il m'avoir jeté d'une falaise? Le son de voix et d'aboiements m'a ramené à la conscience. Un groupe de randonneurs avec des chiens était arrivé sur les lieux, alerté par mes cris. L'un des chiens a flairé ma présence sur la saillie et s'est mis à aboyer frénétiquement. « Il y a quelqu'un là-bas en bas, sur le rebord !»« Mon Dieu, c'est une dame âgée !»« Appelez les pompiers, vite !» Le sauvetage a été compliqué et douloureux. Les pompiers ont eu besoin d'équipements spéciaux pour m'atteindre sur la saillie instable. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, provoquait des vagues de douleur qui me faisaient perdre connaissance à plusieurs reprises. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Était-ce un accident? Étiez-vous seule ?» J'ai essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. Pas seulement à cause de la douleur physique, mais à cause de quelque chose de plus profond. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire que mon propre fils et sa femme avaient tenté de me tuer? À l'hôpital, le diagnostic était effrayant. Fractures multiples aux jambes et aux bras, 3 côtes cassées, traumatisme crânien, hémorragie interne, bassin fracturé. « C'est un miracle qu'elle soit en vie », j'ai entendu un médecin commenter. Une telle chute est généralement fatale, surtout pour quelqu'un de son âge. Julien et Charlotte sont arrivés des heures plus tard, jouant parfaitement le rôle du fils et de la belle-fille désespérée. Leurs expressions d'inquiétude auraient pu tromper n'importe qui ne les aurait pas vus me pousser délibérément vers la mort. « Maman, Dieu merci !» s'exclama Julien en entrant dans la chambre de soins intensifs, les larmes aux yeux. « Nous étions désespérés. Tu t'es éloigné pour mieux voir le paysage, et quand nous nous en sommes rendus compte, tu avais glissé. » Nos regards se sont croisés. Dans le sien, au-delà du faux soulagement, il y avait quelque chose de calculateur, évaluant si je serais capable de le contredire. Dans le mien, il n'y avait qu'une question silencieuse qu'il pouvait clairement lire. Pourquoi? Un infirmier est intervenu, leur demandant de sortir pour que je puisse me reposer. Avant de partir, Julien a serré ma main, un geste qui représentait autrefois de l'affection, mais qui portait maintenant une menace voilée. « Repose-toi, maman. Nous parlerons quand tu iras mieux. Tu as fait une mauvaise chute et tu es confuse. Le médecin a dit que tu pourrais avoir des hallucinations, des souvenirs déformés à cause du traumatisme. » Il plantait la graine, préparant le terrain pour discréditer tout ce que je pourrais dire. Après tout, qui croirait une vieille dame confuse contre le témoignage du fils inquiet et de son épouse? Dans les jours qui ont suivi, pendant que je récupérais lentement en soins intensifs, j'ai eu le temps de réfléchir. À mesure que la douleur physique diminuait grâce aux médicaments,
La douleur émotionnelle grandissait. Des fragments de souvenirs des semaines précédant l'accident commençaient à prendre sens. Les questions insistantes sur mon assurance vie, l'intérêt soudain pour mes investissements, les conversations suspectes qui cessaient quand j'entrais dans la pièce. Julien était mon fils unique. Après la mort de mon mari Pierre, 5 ans auparavant, il était devenu ma seule famille directe. J'avais consacré ma vie à lui, chaque sacrifice, chaque choix en pensant à son bien-être. En tant qu'institutrice d'école publique, je n'ai jamais eu beaucoup. Mais le peu que j'ai pu économiser, la petite maison de campagne que nous avions achetée pour la retraite, l'assurance vie que mon mari avait insisté pour que nous fassions, tout lui reviendrait un jour. Pourquoi cette hâte? Pourquoi ne pouvait-il pas attendre que la nature suive son cours? Pendant une nuit particulièrement difficile, incapable de dormir à cause de la douleur et des questions sans réponse, j'ai partagé mon tourment avec Marie, une infirmière d'âge moyen qui s'occupait du service de nuit. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », ai-je chuchoté quand elle est venue vérifier mes signes vitaux. Quelque chose que personne ne va croire. C'était peut-être son regard bienveillant, peut-être mon besoin désespéré de partager le terrible fardeau que je portais. Je lui ai tout raconté, la promenade, la poussée délibérée, les voix que j'avais entendues pendant que j'étais allongée. Je m'attendais à de l'incrédulité, peut-être même à de l'inquiétude pour ma santé mentale. Au lieu de cela, Marie a pris ma main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Madame Leroy, en tant qu'infirmière depuis 25 ans, j'ai vu plus de cas comme le vôtre que je ne voudrais l'admettre. Des personnes âgées qui subissent des accidents inexplicables quand il y a de l'argent en jeu. Je vais vous aider. Le lendemain matin, Marie est revenue avec 2 personnes, un commissaire nommé Laurent et une assistante sociale de l'hôpital, Sophie. Avec gentillesse mais fermeté, ils m'ont demandé de répéter mon histoire. Ils ont enregistré ma déposition, photographié mes blessures, posé des questions détaillées sur mes biens, mes assurances et ma relation avec mon fils. Ce sera votre parole contre la leur, a expliqué le commissaire avec honnêteté. Mais nous sommes de votre côté et nous allons enquêter à fond. Une semaine plus tard, j'ai quitté les soins intensifs, mais suis restée hospitalisée pour récupération. Les visites de Julien et Charlotte sont devenues un exercice de dissimulation des 2 côtés. Eux, feignant l'inquiétude. Moi, feignant de les croire. Eux, insistant sur l'histoire de l'accident. Moi, prétendant être trop confuse pour les contredire. « Tu te souviens comment tu as glissé, maman ?» répétait souvent Julien, comme s'il pouvait implanter ce faux souvenir dans mon esprit. C'était si rapide que nous n'avons pas pu te retenir. « Oui, si rapide, » répondais-je vaguement, observant le soulagement dans ses yeux, sans savoir que chaque visite était enregistrée et chaque mensonge documenté. C'est pendant l'une de ces visites que j'ai découvert la véritable raison derrière cette tentative d'assassinat. Julien a laissé son téléphone dans la chambre quand il est sorti chercher un café. Une notification de message a illuminé l'écran. Une demande de paiement d'un prêteur clandestin. J'ai pris l'appareil de mes mains tremblantes et, sachant encore utiliser la technologie raisonnablement bien, j'ai réussi à accéder à ces messages. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Julien devait plus de 500 000 € à des usuriers en raison de paris sportifs et de jeux de hasard. Il y avait des messages menaçants, des dates limites, des références à des conséquences s'il ne payait pas rapidement. Et puis le message le plus troublant, une conversation avec Charlotte datant de 3 jours avant notre promenade. Son assurance paie 300 000 € en cas de mort accidentelle. Pas d'enquête si ça ressemble vraiment à un accident. Tu es sûr? La réponse de Charlotte était directe. J'ai déjà tout vérifié. Ce belvédère est parfait. Ça ressemblera à un accident. Le corps pourrait ne pas être retrouvé avant des jours, et quand ils le trouveront, il semblera qu'elle a glissé. Mon propre fils avait froidement calculé ma mort pour résoudre ses dettes de jeu. Le garçon qui m'avait un jour offert une carte disant « pour la meilleure maman du monde » ne me voyait plus maintenant que comme un chèque d'assurance. Les mains tremblantes, j'ai pris des photos des messages avec mon propre téléphone,
que je gardais caché sous mon oreiller quand il me rendait en visite. J'ai tout envoyé au commissaire Laurent et à Marie, l'infirmière. Le soir même, Julien et Charlotte ont été placés en détention provisoire. La nouvelle a provoqué un émoi dans l'hôpital. Les membres du personnel qui me regardaient auparavant avec compassion montraient maintenant de l'horreur en découvrant la véritable nature de mon accident. Les médecins disaient que ma convalescence serait longue et difficile. De nombreuses opérations, de la kinésithérapie, la possibilité de séquelles permanentes. Mais maintenant j'avais un but qui me donnait de la force. Vivre pour raconter la vérité. Vivre pour que justice soit faite. Sophie, l'assistante sociale, m'a présenté à Madame Mercier, une dame de 68 ans qui dirigeait un groupe de soutien pour personnes âgées victimes de violences familiales. Malheureusement, votre cas n'est pas isolé, m'expliqua Madame Mercier lors de sa première visite. Beaucoup de personnes âgées subissent des abus financiers et physiques de la part de ceux qui devraient les protéger. La différence, c'est que vous avez survécu pour témoigner. J'ai survécu. Pour une raison inexplicable, je suis tombée exactement sur la seule saillie qui pouvait empêcher ma mort certaine. Les médecins appelaient cela une chance extraordinaire. Je préférais penser qu'il y avait un dessein plus grand. Pendant que je récupérais lentement, l'enquête avançait. Ma déposition, les messages du téléphone, l'historique des dettes de Julien, les recherches sur accident en falaise et délai de paiement d'assurance sur l'ordinateur de Charlotte, tout constituait un dossier solide. Néanmoins, la période jusqu'au procès serait longue. Et j'avais peur. Peur que d'une manière ou d'une autre, ils puissent s'en sortir, qu'ils convainquent un jury que tout n'était qu'invention d'un esprit âgé et confus, qu'ils reviennent pour terminer ce qu'ils avaient recommencé. Ces préoccupations, je les partageais avec le groupe de soutien qui avait commencé à me rendre visite régulièrement à l'hôpital. Des personnes âgées comme moi, qui avaient survécu à différentes formes d'abus, formaient maintenant ma nouvelle famille. « N'ayez pas peur de dire votre vérité », me dit M. Bernat, un homme de 84 ans, qui avait été drogué et volé par son propre petit-fils. Notre âge ne nous rend pas confus ou moins dignes de confiance. Au contraire, nous avons la sagesse de reconnaître la trahison quand nous la voyons. 3 mois après la chute, toujours à l'hôpital, j'ai reçu la visite d'un jeune journaliste intéressé par mon histoire. J'ai d'abord hésité. Exposer publiquement la trahison de mon fils semblait ajouter une autre couche de douleur à la tragédie. « Madame Leroy, dit gentiment le journaliste, des histoires comme la vôtre doivent être racontées. Pas seulement pour la justice dans votre cas, mais pour alerter d'autres personnes âgées qui pourraient être en danger, pour leur montrer qu'elles peuvent et doivent chercher de l'aide. » J'ai décidé de parler. L'article est paru un dimanche, en première page, ma photo dans le lit d'hôpital. Le titre percutant. Jetée de la falaise par son propre fils, l'histoire de l'institutrice qui a survécu pour témoigner. La répercussion fut immédiate et intense. D'autres médias voulaient des interviews. Des groupes de défense des droits des personnes âgées m'ont contacté pour offrir un soutien juridique. Des gens de tout le pays envoyant des lettres et des messages de solidarité. Au milieu de toute cette attention, j'ai reçu une visite inattendue. Martine, la mère de Charlotte, mon ex-belle-fille. « Je suis venue demander pardon, » dit-elle, les yeux rougis par les pleurs. Pas pour ce que ma fille a fait, c'est impardonnable, mais pour n'avoir pas vu les signes. Charlotte a toujours été matérialiste, elle a toujours voulu des raccourcis vers l'argent. Avec Julien, ils nourrissaient l'avidité l'un de l'autre. En regardant dans les yeux de cette autre mère, également dévastée par ce dont ses enfants étaient incapables, j'ai ressenti une connexion profonde. Nous avions toutes deux échoué à voir ce que nos enfants étaient devenus. Nous payions toutes deux un prix élevé pour cette ignorance. Nous n'avons pas apporté la culpabilité de leurs crimes, répondis-je, en tenant sa main. Nous avons fait de notre mieux en tant que mères. Leurs choix sont leur responsabilité. 6 mois après la chute, j'ai finalement quitté l'hôpital. Je ne pouvais pas retourner à la maison de campagne.
trop isolée, trop d'escaliers, sans le soutien dont mon corps maintenant fragilisé avait besoin. Sophie, l'assistante sociale devenue mon amie, m'a aidé à trouver un petit appartement adapté dans une résidence pour personnes âgées en ville. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. Une vie que, selon tous les calculs, je n'aurais pas dû vivre. Une vie que mon fils avait tenté de m'enlever, mais qu'une force supérieure, destin, Dieu ou simple chance, avait décidé de préserver. Si cette histoire touche votre cœur, je vous prie de la partager pour qu'elle atteigne plus de personnes. De nombreuses personnes âgées souffrent en silence de situations d'abus et de manipulation. Votre commentaire et votre partage peuvent aider à sauver des vies d'années réelles. Le procès approchait et je serai là, debout, avec l'aide d'une canne, pour regarder mon fils dans les yeux et raconter au monde ce qu'il avait fait. Non pas avec haine, non pas avec soif de vengeance, mais avec la force tranquille de la vérité. Quand le jour est finalement arrivé, le tribunal était comble. Journalistes, étudiants en droit, curieux et surtout groupe de soutien aux personnes âgées, tous voulaient suivre l'affaire qui était devenue le symbole de la violence contre les aînés. Madame Mercier et les membres de notre groupe de soutien occupaient le premier rang comme ils l'avaient promis. Force silencieuse qui me soutenait. Marie, l'infirmière qui m'avait cru dès le premier instant, avait obtenu un congé de l'hôpital pour être présente. Sophie, l'assistante sociale, était assise à mes côtés pendant que nous attendions le début de la séance. « Êtes-vous prête, Madame Leroy » demanda-t-elle doucement. « Prête ? Comment pourrais-je être prête à affronter publiquement la plus grande trahison de ma vie? Comment pourrais-je être prête à regarder dans les yeux le fils qui avait tenté de me tuer? Je suis vivante, répondis-je. Et c'est déjà plus que ce que Julien et Charlotte avaient prévu. Quand les gardes ont amené les accusés, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine qu'aucune des fractures n'avait causée. Julien, mon fils unique, le garçon qui autrefois courait dans mes bras quand l'orage grondait fort, est entré menotté, tête baissée, l'uniforme orange de la prison contrastant grotesquement avec le souvenir que je gardais de lui en tenue de remise de diplôme, de mariage. Nos regards se sont brièvement croisés. Dans le sien, j'ai vu quelque chose que je n'ai pas pu complètement déchiffrer. De la honte, du regret, ou simplement du calcul, évaluant ses chances. Le procès a commencé avec les formalités habituelles. La procureure, maître Valérie Durand, a présenté l'affaire avec une éloquence précise. Ce que nous verrons dans ce tribunal est le visage le plus hideux de la cupidité humaine. Un fils et sa femme qui ont froidement planifié la mort de leur propre mère pour toucher une assurance. Un crime qui a échoué non par manque de détermination des accusés, mais par un hasard du destin qui a permis à la victime de survivre pour raconter son histoire. L'avocat de la défense, maître Philippe Moreau, un homme d'âge moyen à l'expression calculée de compassion, a présenté la version à laquelle je m'attendais déjà. Il s'agit d'un tragique cas de malentendu, un terrible accident mal interprété par une dame âgée qui a subi un traumatisme crânien et qui, de façon compréhensible, est confuse sur les événements. Les accusés sont des enfants dévoués qui profitaient simplement d'une sortie en famille quand l'impensable s'est produit. Puis les témoignages ont commencé. Piste. Des experts de la police scientifique ont méticuleusement reconstitué la scène, montrant comment l'hypothèse d'une chute accidentelle était pratiquement impossible compte tenu de la position où j'avais été retrouvée. Le commissaire Laurent a présenté les messages textes, les historiques de recherche, les preuves financières. Des médecins ont expliqué l'étendue de mes blessures, le miracle de ma survie. Et puis mon tour est venu. Avec l'aide de Sophie, je me suis levée et j'ai marché lentement jusqu'à la barre des témoins. J'ai senti des centaines d'yeux me suivre, certains compatissants, d'autres sceptiques, tous intenses. Le juge, un homme d'environ 60 ans à l'expression sévère mais pas insensible, s'est légèrement penché pour mieux m'entendre. « Madame Marguerite Leroy, pouvez-vous nous raconter avec vos propres mots
ce qui s'est passé ce jour-là au belvédère des Aigles? J'ai respiré profondément et j'ai commencé à raconter. Ma voix, d'abord tremblante, a gagné en assurance à mesure que le récit avançait. J'ai décrit chaque détail. L'invitation insistante pour la promenade, le chemin escarpé, les regards échangés entre Julien et Charlotte, les mains qui m'ont poussé simultanément, la sensation terrifiante de chute, l'impact partiellement amorti par la saillie rocheuse. Pendant que j'étais allongée, blessée mais consciente, j'ai entendu mon fils et ma belle-fille discuter, non pas de comment me secourir, mais de s'ils devaient descendre pour s'assurer que j'étais morte. Un murmure a parcouru le tribunal. J'ai vu plusieurs personnes dans le public porter leurs mains à la bouche, choquées. Certains journalistes se penchaient frénétiquement sur leurs carnets. L'avocat de la défense, Maître Moreau, s'est levé pour le contre-interrogatoire, son expression maintenant durcie. « Madame Leroy, vous avez subi un traumatisme crânien grave. Les médecins ont confirmé que ce type de traumatisme cause fréquemment de la confusion mentale et même de faux souvenirs. N'est-il pas possible que vous ayez simplement glissé et, dans votre état confus, interprété l'accident de façon déformée? Non, maître, ai-je répondu calmement. J'étais parfaitement lucide quand j'ai senti 4 mains me pousser délibérément, et parfaitement lucide quand j'ai entendu mon fils et ma belle-fille discuter de comment ils allaient me laisser mourir. Ne trouvez-vous pas commode que le supposé motif de ce crime, l'argent de l'assurance, ne soit apparu qu'après que vous ayez eu accès au téléphone de votre fils pendant votre convalescence? N'auriez-vous pas pu créer ce récit après avoir lu les messages? Les messages n'ont fait que confirmer ce que je savais déjà, maître. Personne ne glisse quand il est fermement tenu par 2 personnes, à moins que ces 2 personnes ne décident de le pousser. Pendant près de 2 heures, il a tenté de me discréditer, questionnant ma mémoire, ma relation avec Julien, suggérant que je pourrais être confuse ou même ressentie pour une raison antérieure. Je suis restée ferme, répondant à chaque question avec la même clarté et sérénité. Quand j'ai finalement pu retourner à ma place, Sophie a serré ma main et murmuré « Vous avez été incroyable ». Dans les jours suivants, d'autres témoignages sont venus. Julien et Charlotte sont restés fermes sur l'histoire de l'accident, mais leurs explications pour les messages textes, les recherches sur l'assurance et les belvédères étaient faibles, contradictoires. Nous avions des problèmes financiers, oui, a admis Julien à la barre des témoins, évitant mon regard. Mais je n'aurais jamais fait de mal à ma mère. Les messages étaient hypothétiques. Un moment de désespoir, des fantasmes sombres que nous n'avions jamais l'intention de réaliser. « Et qu'est-ce qui explique la poussée que votre mère décrit si clairement ?» demanda la procureure. « Il n'y a pas eu de poussée. Elle a glissé. Nous avons essayé de la retenir, mais c'était trop rapide. » C'est pendant le témoignage de Charlotte que tout a changé. Plus jeune que Julien, moins expérimentée dans le mensonge, elle a commencé à montrer des fissures dans sa façade à mesure que l'interrogatoire avançait. Les messages n'étaient là que des idées stupides, insistait-elle, la voix de plus en plus instable. Nous ne les aurions jamais mises en œuvre. Alors comment expliquez-vous que le scénario exactement décrit dans les messages « Emmenez votre belle-mère au belvédère », un accident causant une mort qui semblerait naturelle, se soit presque produit 2 semaines plus tard, a insisté la procureure. C'était une coïncidence, une terrible coïncidence. Le 3e jour du procès, après une pause déjeuner, quelque chose d'inattendu s'est produit. Charlotte a demandé à faire une déclaration supplémentaire. Son avocat semblait alarmé, essayant de la dissuader par des chuchotements urgents, mais elle a insisté. Le juge l'a autorisée et elle est retournée à la barre des témoins. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient visiblement. « Je veux changer ma déposition », dit-elle, d'une voix presque inaudible. Un murmure parcourut l'ensemble du tribunal. « Je n'en peux plus de mentir. » Julien se leva brusquement, retenu par les gardes. « Charlotte, tais-toi » cria-t-il. « Ne fais pas ça !»
Le juge ordonna à Julien de s'asseoir et fit signe à Charlotte de continuer. Tout était planifié, avoua-t-elle, les larmes coulant maintenant librement. Julien devait beaucoup d'argent à des personnes dangereuses. Il menaçait tous nos vies. L'assurance semblait être la seule issue. Le tribunal était maintenant dans un silence absolu. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Il a dit que ce serait rapide, qu'elle ne sentirait rien, que c'était mieux ainsi plutôt que de la laisser seule après qu'il nous aurait tués à cause des dettes. Je fermai les yeux, ressentant une vague de nausée. Même maintenant, elle essayait de justifier l'injustifiable. Quand nous l'avons poussée et qu'elle a crié, ce cri, je ne l'oublierai jamais. Quand nous avons vu qu'elle était tombée sur la saillie et non au fond, je voulais descendre, l'appeler, faire quelque chose. Mais Julien a dit qu'il était trop tard, que nous devions maintenir l'histoire de l'accident. Julien criait maintenant, essayant d'interrompre, étant traîné hors du tribunal par les gardes. Ses cris résonnaient dans le couloir. « Tu nous tues! Tu nous tues !» Charlotte continua, comme si un barrage s'était rompu en elle. Nous avons feint l'inquiétude à l'hôpital. Nous vérifions si elle se souvenait, si elle nous soupçonnait. Nous prévoyions d'essayer à nouveau si elle sortait de l'hôpital. Un accident à la maison peut-être. Cette dernière révélation provoqua une réaction d'horreur audible dans le tribunal. Le juge dut demander le silence à plusieurs reprises. « Pourquoi avouez-vous maintenant ?» demanda la procureure, visiblement surprise par ce revirement. Charlotte me regarda directement pour la première fois depuis le début du procès. Parce que je n'arrive plus à la regarder et à mentir. Parce que chaque nuit, je vois ce visage terrifié pendant qu'elle tombait. Parce que... Elle hésita, sanglotant. Parce que je mérite la punition pour ce que j'ai fait. L'audience fut suspendue au milieu d'un chaos de voix et de mouvements. Des journalistes couraient pour utiliser leur téléphone. Le public commentait avec agitation. Les avocats discutaient en cercle tendu. Sophie m'entoura de ses bras protecteurs, tandis que j'essayais d'assimiler ce que je venais d'entendre. La confirmation explicite de ce que je savais déjà n'apportait pas de soulagement, seulement une tristesse encore plus profonde. Ils allaient essayer à nouveau, murmurai-je, presque pour moi-même. Si j'avais survécu et que j'étais rentrée chez moi, mais cela n'est pas arrivé. Sophie serra ma main. Vous êtes en sécurité maintenant. Ils ne pourront plus jamais vous faire de mal. Le lendemain, la nouvelle de l'aveu de Charlotte était dans tous les journaux. À la porte du tribunal, j'ai dû être escortée à travers une foule de reporters et de caméras. Des questions fusèrent de toutes parts. Comment vous sentez-vous après cet aveu? Pouvez-vous pardonner à votre fils? Que prévoyez-vous de faire maintenant? À l'intérieur, le tribunal était encore plus bondé. Julien semblait être un homme différent, non plus arrogant ou calculateur, mais défait, les yeux creusés de quelqu'un qui n'a pas dormi, le visage tordu dans une expression amère. Le juge annonça qu'en raison de l'aveu de Charlotte, le procès serait abrégé. La défense demanda un accord, mais le parquet refusa. « Cette affaire doit aller jusqu'au bout », déclara Maître Durand. « Non seulement pour la justice envers Madame Leroy, mais comme un précédent pour toutes les personnes âgées qui subissent des abus similaires. » Lorsque vint le moment des plaidoiries finales, la procureure fut directe. Ce que nous avons vu ici était une tentative d'homicide méticuleusement planifiée contre l'une des personnes les plus vulnérables de notre société, une mère âgée par son propre fils. Un crime motivé par l'avidité, exécuté avec sang-froid, et qui n'a pas abouti à la mort uniquement en raison de circonstances véritablement miraculeuses. Je demande au jury la condamnation maximale pour les deux accusés. Les avocats de la défense, visiblement ébranlés par l'aveu de Charlotte, firent des appels vides à la clémence, suggérant des problèmes psychologiques, une pression financière extrême, une erreur momentanée de jugement. Avant la délibération du jury, le juge demanda si les accusés souhaitaient faire des déclarations finales. Charlotte déclina, tête baissée. Julien, cependant, se leva. « J'aimerais dire quelque chose. » Il se tourna lentement vers moi,
nos regards se croisant pour la première fois depuis le début du procès. « Maman, commença-t-il, la voix tremblant légèrement, je ne vais pas demander pardon parce que je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je ne vais pas faire d'excuses élaborées ou essayer de justifier l'injustifiable. » Le tribunal était dans un silence absolu. La vérité est que je suis devenu un monstre. Lentement, choix après choix, jour après jour, la dépendance au jeu, les dettes, les mensonges. Une chose en a entraîné une autre jusqu'à ce que, à un moment donné, je perde complètement mon humanité, jusqu'à ce que je puisse regarder ma propre mère et ne voir en elle qu'une solution financière. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, mais sa voix restait ferme. Je ne mérite pas votre compassion. Je ne mérite rien d'autre que la punition que je recevrai. Je voulais juste que vous sachiez que je me souviens de qui j'étais avant. Je me souviens du garçon que vous avez élevé. Et ce garçon, quelque part à l'intérieur de ce monstre que je suis devenu, est horrifié par ce que j'ai fait. Je sentis mes propres larmes couler silencieusement. Ce n'étaient pas des larmes de pardon ou de réconciliation. C'étaient des larmes pour le fils que j'avais perdu bien avant ce jour sur la falaise. Le fils qui, à un moment de son chemin, avait permis que l'obscurité le consume complètement. Le jury se retira pour délibérer et revint en un temps record, moins de 2 heures. Le verdict fut unanime, coupable de tentative d'homicide avec préméditation, avec circonstances aggravantes de préméditation, motif crapuleux et crime contre un ascendant. La sentence fut prononcée le même après-midi. 20 ans de prison pour Julien, 15 pour Charlotte, en raison de son aveu et de sa coopération. Tandis que les gardes les conduisaient dehors, Julien me regarda une dernière fois. Il n'y avait plus de supplique dans ses yeux, seulement une compréhension silencieuse de l'abîme qu'il avait créé entre nous. Le lendemain de la sentence, j'accordai une seule interview, non pas pour parler du crime ou du procès, mais de ce que j'avais appris et de ce que je voulais que d'autres sachent. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, expliquai-je à la journaliste. Chaque jour, des personnes âgées sont victimes d'abus physiques, émotionnels, financiers, souvent par leur propre famille. La différence est que beaucoup ne survivent pas pour le raconter, ou quand ils survivent, ils n'ont pas de voix, personne pour les croire. « Pouvez-vous comprendre ce qui a motivé votre fils ?» demanda la journaliste, visiblement émue par mon histoire. Comprendre peut-être, accepter, jamais. Je fis une pause, choisissant soigneusement mes mots. Julien a fait des choix, chacun d'eux le conduisant plus profondément dans l'obscurité. La dépendance au jeu, les dettes, les mensonges, et finalement, la décision que ma vie valait moins que l'argent de l'assurance. Et qu'avez-vous révélé au tribunal qui a tant choqué? Ce n'était pas seulement mon témoignage, mais le contexte complet qui a émergé. Comment des personnes apparemment normales, un fils et une belle-fille considérés comme dévoués par les voisins, pouvaient planifier aussi froidement quelque chose d'aussi horrible. Comment l'avidité peut complètement consumer l'humanité de quelqu'un. Et aussi, la révélation de la vulnérabilité que nous, personnes âgées, affrontons dans une société qui nous voit souvent comme des fardeaux ou des obstacles. La journaliste acquiesça gravement. « Et maintenant, quelle est la prochaine étape de votre vie ?» Un petit sourire apparut sur mes lèvres pour la première fois depuis longtemps. J'ai survécu à une chute d'une falaise. J'ai survécu à la trahison la plus profonde imaginable. J'ai survécu à un processus judiciaire éprouvant. Je n'ai pas survécu à tout cela juste pour exister. J'ai survécu pour vivre avec un but. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez peuvent connaître quelqu'un en situation de vulnérabilité. S'il vous plaît, ne cessez pas de regarder jusqu'à la fin. Ce que je vais partager pourrait aider à sauver des vies. Et si vous n'avez pas encore laissé un commentaire, faites-le maintenant pour que ce message atteigne plus de personnes. Dans les semaines qui ont suivi le procès, l'affaire a continué à faire écho au niveau national. Mes paroles sur la vulnérabilité des personnes âgées ont touché une corde sensible dans la société.
J'ai reçu des invitations pour participer à des émissions de télévision, donner des conférences, raconter mon histoire. Initialement réticente, j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité de transformer ma tragédie personnelle en un catalyseur de changement. Avec l'aide de Madame Mercier et du groupe de soutien, j'ai commencé à accepter certaines de ces invitations. C'était douloureux de revivre la trahison et la chute à plusieurs reprises. Mais chaque fois que je partageais mon histoire, quelqu'un dans l'auditoire, généralement une personne âgée ou un membre de sa famille, venait ensuite partager des situations similaires qu'il vivait. Des personnes qui trouvaient enfin le courage de chercher de l'aide, de briser des cycles d'abus. 6 mois après le procès, je fus invitée à une audience spéciale à l'Assemblée nationale, où l'on discutait d'un projet de loi visant à augmenter les peines pour les crimes contre les personnes âgées et à créer des mécanismes de protection et de surveillance plus efficaces. Ce qui est arrivé à Madame Marguerite Leroy, déclara la députée qui proposait le projet, ne peut pas continuer à se produire en silence partout dans le pays. Nous avons besoin de lois plus strictes, oui, mais aussi d'un changement culturel dans la façon dont nous traitons et valorisons nos aînés. La loi Leroy, comme elle fut surnommée par les médias, proposait un système national de signalement spécifique pour les personnes âgées, une formation spéciale pour les professionnels de la santé, afin d'identifier les signes d'abus, une surveillance des transactions financières suspectes sur les comptes des personnes âgées et des peines accrues pour les crimes commis contre les personnes de plus de 60 ans. Pour moi, c'était une façon de donner un sens à ma douleur, de transformer ma chute littérale en un tremplin métaphorique pour des changements réels. Physiquement, ma récupération se poursuivait. Certaines fractures s'étaient complètement consolidées, d'autres avaient laissé des séquelles permanentes. Je marchais avec une canne et je marcherai probablement toujours ainsi. Je ressentais des douleurs constantes que les médecins disaient qu'elles disparaîtraient difficilement. Mon corps porterait à jamais les cicatrices de ce jour sur la falaise. Mais à bien des égards, j'étais plus forte que jamais. J'étais devenue une voix pour ceux qui ne pouvaient pas parler, un visage pour une cause qui reste généralement invisible, une preuve vivante qu'il est possible de survivre au pire et de trouver encore un but. 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre dans la nouvelle maison où je vivais. Un petit chalet adapté à mes besoins, près de la maison de Sophie, qui était devenue comme une fille pour moi. La lettre venait de la prison. Elle était de Charlotte. J'ai beaucoup hésité avant de l'ouvrir. Que pourrait-elle dire qui ferait une quelconque différence? Quels mots pourraient possiblement justifier ou atténuer ce qu'elle avait fait? Finalement, avec Sophie à mes côtés pour me soutenir émotionnellement, j'ai ouvert l'enveloppe. Madame Leroy, je sais que je n'ai pas le droit de vous écrire, de perturber votre paix durement reconquise. Si vous décidez de jeter cette lettre sans la lire, je comprendrai parfaitement. Je n'écris pas pour demander pardon. Il y a des choses impardonnables, et ce que nous vous avons fait figure en tête de cette liste. J'écris parce que j'ai pensé que vous devriez savoir quelque chose. Julien est mort. Il s'est suicidé dans sa cellule il y a 3 jours. Je ne vous dis pas cela pour éveiller votre compassion ou votre tristesse. J'ai simplement pensé qu'en tant que mère, vous aviez le droit de savoir. Avant de mettre fin à ses jours, il a écrit une longue lettre avouant tout. Pas seulement la tentative d'assassinat, mais des années de manipulation financière, de petits vols de vos économies, de falsification de documents bancaires, des choses que même moi je ne savais pas. La lettre est maintenant entre les mains des autorités. Il n'a jamais été l'homme que j'ai fait croire qu'il était. Quand je l'ai rencontré, il était déjà enfoncé dans les dettes de jeu. Ensemble, nous nous nourrissions du pire l'un de l'autre, justifiant chaque pas plus profond dans la boue au nom de l'amour, de l'avenir ensemble. J'apprends beaucoup sur moi-même ici en prison, sur la façon dont je me suis laissé consumer par l'avidité, par l'illusion d'une vie facile, sur la façon dont j'ai fermé les yeux sur le monstre qu'il était et sur le monstre que je suis devenu à ses côtés. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication suffisante. Il y a seulement ce fait.
vous devriez être morte, et au lieu de cela, vous transformez des vies avec votre histoire et votre force. Il y a quelque chose de profondément juste en cela. Je purgerai chaque jour de ma peine en sachant que c'est moins que ce que je mérite. Charlotte. Je regardais Sophie, qui avait lu la lettre avec moi. « Comment est-ce que je me sens à ce sujet ?» demandai-je, presque à moi-même. « Comment devrais-je me sentir ?»« Il n'y a pas de devrait ici, » répondit-elle gentiment. « Vos sentiments, quels qu'ils soient, sont valides. » Je restai silencieuse pendant un long moment. La nouvelle de la mort de Julien éveillait des émotions trop complexes pour être nommées. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas de la satisfaction, ni même de la colère ou de la pure tristesse. C'était quelque chose de plus profond, un sentiment doux, amer de clôture, accompagné de la constatation finale de la tragédie complète que notre histoire familiale était devenue. Il était mon fils, dis-je finalement. Aussi monstrueuses qu'aient été ses actions, une partie de moi le verra toujours comme le petit garçon qui tenait ma main pour traverser la rue. Et cette partie souffre maintenant. Sophie acquiesça, comprenant la complexité impossible de la situation. Vous pouvez pleurer le fils que vous avez perdu il y a longtemps, sans minimiser la gravité de ce qu'il a fait. Dans les jours qui suivirent, je m'occupais des arrangements nécessaires. Même en tant que criminel condamné, Julien restait légalement mon fils. J'optais pour une crémation simple, sans cérémonie. Il n'y aurait pas d'hypocrisie pour un dernier adieu, pas de déclaration publique de perte. Je gardais mes larmes pour des moments privés, non pas pour l'homme qui avait tenté de me tuer, mais pour le garçon qu'il avait été autrefois, pour le fils que j'avais perdu bien avant ce jour sur la falaise. 2 ans après le procès, la loi Leroy fut finalement adoptée. Lors de la cérémonie de promulgation, je fus invitée à prendre la parole. Debout, avec ma canne devenue ma compagne constante, je regardais la mère de visages attentifs. Cette loi ne me rend pas tout ce que j'ai perdu, dis-je d'une voix claire. Elle n'efface pas les cicatrices sur mon corps ou dans mon âme, mais elle signifie que d'autres personnes âgées auront des protections que je n'ai pas eues, que d'autres enfants réfléchiront à 2 fois avant de considérer leurs parents comme des obstacles ou de simples ressources financières, que d'autres professionnels auront des outils pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Je fis une pause, ressentant le poids et l'importance du moment. J'ai survécu à une chute de 30 mètres pour une raison. Peut-être est-ce celle-ci, transformer ma chute en un tremplin pour que d'autres s'élèvent, transformer ma douleur en protection, transformer mon histoire personnelle en une histoire collective de résistance et de dignité. Les applaudissements furent assourdissants. Des larmes coulaient librement sur de nombreux visages, non seulement de compassion pour ma tragédie personnelle, mais d'espoir pour ce que ce moment représentait pour tant de personnes âgées vulnérables. En quittant l'estrade, appuyée sur Sophie, je ressentis une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Pas une paix complète. Les cicatrices sont permanentes. Les questions sans réponse m'accompagneront toujours. Mais une paix née de la certitude que ma survie n'avait pas été vaine, que le miracle de ma chute interrompue par cette saillie rocheuse avait en effet un dessein plus grand. 3 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique sur la falaise. Ma vie s'était transformée de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. À 74 ans, j'étais devenue une militante pour les droits des personnes âgées, une conférencière recherchée et, de façon inattendue, une sorte de célébrité. Le livre que j'avais écrit avec l'aide d'un journaliste, La chute, survivre à la trahison familiale, était devenu un best-seller national. Si vous suivez cette histoire et que vous vous souciez de la protection des droits des personnes âgées, laissez votre commentaire. Votre interaction aide à diffuser ce message important à ceux qui en ont le plus besoin. Un mardi matin, alors que je prenais mon café sur la terrasse du chalet où je vivais, je reçus un appel surprenant. C'était une productrice d'une grande chaîne de télévision. « Madame Leroy, nous développons une mini-série basée sur votre histoire.
Nous avons déjà les droits par l'intermédiaire de votre éditeur, mais nous aimerions vous avoir comme consultante pour nous assurer que nous raconterons tout avec précision et sensibilité. L'idée de voir ma tragédie personnelle transformée en divertissement me causa un inconfort initial. D'un autre côté, combien de personnes supplémentaires pourraient être touchées? Combien de personnes âgées vulnérables pourraient s'identifier et chercher de l'aide? Je vais y réfléchir, répondis-je prudemment. Je discutais de la proposition avec Sophie et avec le groupe de soutien. Les opinions étaient mécopartagées. Certains y voyaient une précieuse opportunité de sensibilisation de masse, d'autres craignaient l'exploitation sensationnaliste du traumatisme. Je décidai d'accepter, mais avec des conditions claires. J'aurais un contrôle sur la façon dont l'histoire serait racontée, rien ne serait romancé ou sensationnalisé, et une partie des bénéfices serait dirigée vers la Fondation Nouveau Regard, l'organisation à but non lucratif que nous avions créée pour aider les personnes âgées, victimes d'abus. Au cours des mois suivants, je travaillais étroitement avec les scénaristes et l'actrice choisie pour m'interpréter. Une vétérane respectée du cinéma français, connue pour son intégrité artistique. Revivre chaque détail de cette terrible expérience pendant les consultations était douloureux. Mais il y avait quelque chose de cathartique à voir mon histoire traitée avec tant de soin et de respect. Pourquoi insistez-vous tant pour que nous montrions votre relation antérieure avec Julien comme aimante et normale? Me demanda un jour la scénariste principale. Ne serait-ce pas plus percutant s'il y avait déjà des signes de problème? Parce que c'est la vérité la plus effrayante, répondis-je. Parce que je veux que les gens comprennent que cela peut arriver dans n'importe quelle famille. Que le fils qui embrasse votre front chaque soir peut être le même qui un jour calculera combien vaut votre vie en termes de monétaire. C'est la réalité à laquelle de nombreuses personnes âgées sont confrontées. La trahison vient souvent enveloppée dans des sourires et des embrassades. La mini-série Précipice fut diffusée aux heures de grande écoute 6 mois plus tard. L'impact fut immédiat et profond. Le nombre de signalements d'abus envers les personnes âgées augmenta de 300% dans les semaines qui suivirent. Des groupes de discussion émergèrent sur les réseaux sociaux. Des écoles invitèrent des experts à parler du soin et du respect envers les plus âgés. Au milieu de cette agitation, je reçus un appel téléphonique de la prison pour femmes où Charlotte purgeait sa peine. « Elle a un cancer en phase terminale », m'informa l'assistante sociale de la prison. « Elle a demandé à vous voir une dernière fois. » Ma première réaction fut de refuser. Que pouvait-il rester à dire entre nous? Quel bien pourrait résulter d'une telle rencontre? « Vous n'avez pas besoin d'y aller, » m'assura Sophie quand je lui fis part de la nouvelle. « Vous ne lui devez rien. » Mais quelque chose en moi, peut-être l'institutrice que j'avais toujours été, croyant toujours à la possibilité d'apprentissage jusqu'à la fin, me poussa à accepter. La prison était un endroit froid, pas seulement en température. Charlotte était à l'infirmerie, visiblement consumée par la maladie. À 40 ans, elle en paraissait 60, son corps maigre et jaunâtre, son regard terne. Une ombre de la femme belle et confiante qui avait planifié ma mort. « Merci d'être venue, » dit-elle d'une voix faible quand je m'assis à côté de son lit. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. »« Moi non plus, » répondis-je honnêtement. Nous restâmes silencieuses quelques instants, le poids de notre histoire partagée flottant entre nous. « J'ai vu la mini-série, » dit-elle finalement. « Ils ont tout dépeint avec précision. »« J'y ai veillé. » Un autre silence, plus long. « Saviez-vous que quand nous étions encore en couple, Julien planifiait déjà comment utiliser votre argent ?» demanda-t-elle soudainement. « Il me disait que sa mère était autoritaire, qu'elle retenait ce qui était de droit à lui, que nous devions libérer cet argent pour notre avenir. » Je ressentis une douleur familière, non plus de choc, mais d'une tristesse résignée face à la profondeur de la trahison. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?»« Parce que je suis en train de mourir, » répondit-elle simplement. « Et parce que j'ai passé ces dernières années à essayer de comprendre comment j'ai pu me permettre d'être cette personne, comment j'ai pu participer à quelque chose d'aussi monstrueux. » Elle toussa,
un son douloureux et profond. Une infirmière apparut brièvement pour la vérifier, puis nous laissa à nouveau seuls. « Je viens d'une famille qui a toujours valorisé l'argent par-dessus tout », continua Charlotte. « Mes parents mesuraient l'amour en cadeau coûteux, le statut en possession. Quand j'ai rencontré Julien, il semblait si sophistiqué, si prometteur. Et quand les problèmes m'ont commencé, c'était toujours juste un prêt de plus, juste un pari pour récupérer ce que nous avons perdu, juste un petit mensonge. Un pas à la fois vers l'abîme, commentai-je, me rappelant quelque chose que je disais souvent dans mes conférences. Exactement. Elle me regarda dans les yeux pour la première fois. Je ne demande pas pardon. Je sais que ce que nous avons fait est impardonnable. Je voulais juste que vous sachiez que j'observe tout ce que vous avez fait, les vies que vous avez changées, et que, aussi étrange que cela puisse paraître, je ressens une sorte bizarre de fierté. Ce n'est pas le mot juste. Admiration peut-être. J'étais surprise par sa sincérité. Qu'espérez-vous accomplir avec cette conversation, Charlotte? Rien. Elle sourit tristement. Je suis déjà au-delà d'espérer quoi que ce soit. Mais avant de mourir, je voulais dire une chose à quelqu'un qui pourrait peut-être comprendre. Quoi? Que même dans les histoires les plus sombres, il existe parfois une rédemption. Pas pour les méchants. Julien et moi étions vraiment les méchants de cette histoire, sans excuse, mais pour l'histoire elle-même. Que même de la pire trahison imaginable peut naître quelque chose d'important. Vous avez transformé votre chute en aile pour les autres. Ces paroles me touchèrent d'une manière inattendue. Elles ne diminuaient en rien l'horreur de ce qu'ils avaient fait, mais reconnaissaient la signification plus large que j'avais réussi à extraire de cette tragédie. « Combien de temps les médecins vous ont-ils donné ?» demandai-je. « Des semaines, un mois au maximum. » J'acquiesçai. « J'espère que vous trouverez la paix, Charlotte. Non pas pour ce que vous avez fait, mais malgré cela. » Elle ferma les yeux, des larmes s'échappant par les coins. C'est plus que je ne mérite. Quand je me levai pour partir, elle parla une dernière fois. Cette saillie rocheuse, c'était vraiment un miracle, n'est-ce pas? Je m'arrêtai à la porte, la regardant par-dessus mon épaule. Oui, un miracle qui n'était pas seulement pour moi, comme je l'ai découvert. Charlotte mourut 17 jours plus tard. Elle légua tous ses maigres biens à la Fondation Nouveau Regard. Un geste symbolique, peut-être sa tentative finale de transformer quelque chose de terrible en quelque chose d'utile. La mini-série Précipice remporta plusieurs prix nationaux et fut vendue à des plateformes internationales. À chaque nouveau pays où elle était diffusée, je recevais des messages de personnes touchées, des personnes âgées qui avaient trouvé le courage de dénoncer des abus, des membres de famille qui avaient reconnu des comportements toxiques en eux-mêmes et cherchaient de l'aide, des professionnels inspirés à créer des programmes de protection similaires aux nôtres. Lors d'un événement international sur les droits humains à Genève, je fus invitée à donner une conférence sur la vulnérabilité de la population âgée. Sophie m'accompagna. À 50 ans, elle était devenue non seulement ma plus proche amie, mais une sorte de fille adoptive, la famille que j'avais choisie après avoir perdu celle que j'avais. « Nerveuse ?» demanda-t-elle, en m'aidant avec les préparatifs pour la présentation. « Un peu » admis-je. C'est différent de parler à des experts internationaux par rapport à nos conférences habituelles. « Vous allez être formidable, comme toujours », sourit-elle en ajustant mon collier. « Parlez simplement avec votre cœur, comme vous le faites toujours. » L'auditorium était comble, représentants d'organisations internationales, délégations de divers pays, experts en droits humains. Quand je fus annoncée, je sentis le poids de la responsabilité de représenter non seulement mon histoire personnelle, mais celle de millions de personnes âgées, vulnérables à travers le monde. Je m'appelle Marguerite Leroy, commençai-je, ma voix ferme malgré la nervosité initiale. Il y a 4 ans, mon fils et ma belle-fille m'ont emmené sur une falaise avec l'intention de me tuer pour toucher l'argent de mon assurance vie. Un murmure parcourut l'auditorium. Même pour ceux qui connaissaient déjà mon histoire à travers les médias internationaux,
entendre les mots directement de ma bouche avait un impact différent. J'ai survécu par un hasard que beaucoup appellent un miracle, une saillie rocheuse qui a interrompu ma chute de 30 mètres. Mais le véritable miracle n'était pas de survivre à la chute physique, c'était de découvrir qu'il y avait un but plus grand à cette survie. Durant l'heure qui suivit, je partageais non seulement mon histoire personnelle, mais des données alarmantes sur les abus envers les personnes âgées à l'échelle mondiale, des stratégies de prévention et d'intervention que nous avions développées, et les résultats tangibles de la loi Leroy en France. Dans de nombreuses cultures, vieillir était autrefois considéré comme un processus d'acquisition de sagesse, de devenir une ressource précieuse pour la communauté, poursuivis-je. Aujourd'hui, dans des sociétés obsédées par la jeunesse et la productivité économique, de nombreuses personnes âgées sont vues comme des fardeaux financiers, émotionnels, sociaux. Je fis une pause, regardant les visages attentifs devant moi. Mais vieillir est un privilège refusé à beaucoup, et ceux qui atteignent la vieillesse portent avec eux non seulement des rides et des cheveux gris, mais des expériences, des connaissances et des perspectives irremplaçables. Quand nous permettons que nos aînés soient des maltraités, négligés ou, comme dans mon cas, littéralement jetés, nous perdons non seulement des individus précieux, mais des fragments entiers de notre mémoire collective, de notre humanité partagée. À la fin de la présentation, je reçus une ovation debout qui dura plusieurs minutes. Des délégations de 5 pays différents demandèrent à des réunions pour discuter de la mise en œuvre de lois similaires à la loi Leroy. Une organisation internationale offrit un financement pour étendre le travail de la Fondation Nouveau Regard à d'autres pays européens. Ce soir-là, lors d'un dîner offert par les organisateurs de l'événement, un homme âgé s'approcha de ma table. Il se présenta comme Dr Ibrahim Nasser, un gérontologue égyptien renommé. « Votre histoire est remarquable, Madame Leroy, » dit-il, s'asseyant à mes côtés avec permission. « Mais j'ai été particulièrement touché par quelque chose de spécifique que vous avez dit dans votre conférence. »« Quoi donc ?»« À propos de transformer votre chute en aile pour les autres. C'est une métaphore puissante. » Je souris, me rappelant où j'avais entendu cette phrase pour la première fois, de Charlotte, sur son lit de mort. Même des sources les plus improbables émergent parfois des vérités profondes. « Oui, je pense que c'est ce que nous recherchons tous en fin de compte, » répondis-je. Transformer nos chutes, littérales ou métaphoriques, en quelque chose qui permet aux autres de voler. En rentrant en France, je fus accueilli avec des nouvelles enthousiasmantes. L'émission de télévision que nous avions créée, L'âge de la sagesse, abordant des thèmes liés au vieillissement actif et sain, avait été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. La chaîne YouTube de la Fondation avait dépassé 1 million d'abonnés. Et plus important encore, le nombre de signalements d'abus envers les personnes âgées continuait d'augmenter, tandis que les cas réels commençaient à diminuer, preuve que la sensibilisation fonctionnait comme prévention. Mon chalet était devenu un point de rencontre informel pour les militants des droits des aînés, un lieu où les idées étaient échangées, les stratégies développées et le soutien mutuel offert. Sophie plaisantait en disant qu'elle devait faire une réservation pour me rendre visite, tant était grande la rotation des personnes engagées qui se présentaient en quête d'orientation ou de partenariat. Un dimanche après-midi, alors que je me reposais après un déjeuner avec des amis du groupe de soutien, je reçus une visite inattendue. Une jeune femme, apparemment dans la vingtaine, demanda à me parler. « Je m'appelle Lucie », se présenta-t-elle timidement quand je l'invitai à entrer. « J'étais la nièce de Julien, votre petite fille. » Je restai paralysée un moment. Julien avait une sœur avec qui il avait perdu contact depuis des décennies. Je savais qu'elle avait des enfants, mais je ne les avais jamais rencontrés. « C'est seulement maintenant que j'ai trouvé le courage de vous chercher, » continua la jeune femme, visiblement nerveuse. « Après avoir vu la mini-série, après avoir lu votre livre, j'ai senti que je devais connaître la personne réelle derrière l'histoire. J'offris du thé, essayant d'assimiler la présence de cette jeune femme qui représentait un lien familial que je pensais complètement coupé.
Pendant que je préparais les tasses dans la petite cuisine, j'observais comment elle étudiait les photos au mur, images du travail de la fondation, coupures de journaux encadrés, quelques prix reçus. « Pourquoi maintenant ?» demandai-je en revenant avec le thé. « L'histoire est publique depuis des années. » Parce que j'ai récemment découvert quelque chose que j'ai pensé que vous devriez savoir, quelque chose à propos du jour, le jour de la falaise. Je sentis un frisson familier. Y aurait-il encore plus de couches dans cette terrible histoire? Qu'est-ce que cela pourrait être? Lucie respira profondément. Ma mère, la sœur de Julien, a reçu un appel de lui la veille de ce jour. Il était étrange, parlant de résoudre tous les problèmes financiers d'un coup, de comment il pourrait enfin payer les dettes qu'il avait envers des personnes dangereuses. J'acquiesçai. Rien de tout cela n'était nouveau. Mais il a dit quelque chose de spécifique que ma mère ne m'a révélé que récemment. Il a dit « Demain, j'emmène la vieille à la falaise, et c'est fini. Si tu n'es pas d'accord, il vaut mieux que tu ne saches rien. » Je sentis un frisson dans ma colonne vertébrale. « Votre mère savait, avant que cela n'arrive ?» Elle n'a pas cru qu'il ferait vraiment quelque chose. Elle pensait que c'était juste un de ses stratagèmes financiers, peut-être une escroquerie à l'assurance simulant un accident léger. Elle n'a jamais imaginé qu'il essaierait, qu'il voudrait vraiment. La tuer, complétai-je quand elle hésita, qu'il essaierait de me tuer. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de la jeune femme. Quand la nouvelle est sortie, quand il a été arrêté, ma mère s'est effondrée. Elle s'est sentie partiellement responsable de n'avoir alerté personne. Elle est tombée dans une profonde dépression, a commencé à boire. Nous avons perdu contact avec toute la famille. Et pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que ma mère est décédée le mois dernier. Dans ces derniers jours, elle m'a demandé de vous chercher, de vous dire qu'elle est désolée, qu'elle a porté cette culpabilité de n'avoir pas agi quand elle le pouvait. Je soupirai profondément, ressentant le poids de la tragédie qui avait affecté non seulement moi, mais des cercles familiaux entiers que je ne connaissais même pas. Votre mère n'aurait pas pu prévoir ce qui se passerait réellement, dis-je gentiment. Julien était manipulateur. Elle a probablement pensé qu'il exagérait ou qu'il bluffait. Néanmoins, elle aurait pu faire quelque chose. Nous aurions tous pu faire quelque chose de différent, réfléchis-je. J'aurais pu remarquer les signes plus tôt. Ses amis auraient pu alerter au sujet de ses dettes de jeu. Les médecins auraient pu remarquer la médication excessive qu'on me donnait dans les semaines précédentes. Il y a toujours un « aurait pu » quand nous regardons en arrière. Nous restâmes silencieuses quelques instants, chacune perdue dans ses propres pensées. « Vous êtes différente de ce que j'imaginais », dit finalement Lucie. « Après avoir vu la mini-série, je m'attendais à quelqu'un de plus. » Amère? Vindicative? Peut-être. Je ne sais pas. Je souris légèrement. J'ai été comme ça au début. La colère me consumait. Mais j'ai découvert que la colère, c'est comme boire du poison en espérant que quelqu'un d'autre en meure. À la fin, cela ne fait de mal qu'à nous-mêmes. Comment avez-vous réussi à surmonter cela? Comment avez-vous pu transformer tout cela en quelque chose de positif? C'était une question qu'on me posait souvent et pourtant, elle me faisait toujours réfléchir à nouveau. Je n'ai pas surmonté exactement. Les cicatrices sont toujours là, tant physiques qu'émotionnelles, mais j'ai trouvé un but plus grand que ma douleur personnelle. J'ai réalisé que je pouvais utiliser mon expérience pour aider les autres, pour éviter que d'autres familles ne vivent la même chose. Je regardais la jeune femme. Elle avait les mêmes yeux que Julien, réalisai-je avec un sursaut. Les yeux qui avaient été gentils autrefois, avant que l'avidité et la dépendance ne les transforment. Avez-vous de la famille à part votre mère? Un frère plus jeune. Il ne sait pas que je suis venue aujourd'hui. Vous allez bien, financièrement, émotionnellement. Elle parut surprise par mon inquiétude. Nous survivons. Ce n'est pas facile de porter le nom de famille de quelqu'un devenu célèbre pour quelque chose d'aussi terrible. J'acquiesçai avec compréhension.
Les actions de Julien ont affecté de nombreuses vies au-delà de la mienne, y compris la vôtre, apparemment. Est-ce que vous me permettriez de vous rendre visite à nouveau un jour? Peut-être amener mon frère? Il a du mal à faire face à tout cela. La question me prit par surprise. Étrangement, je ressentis une connexion avec cette jeune femme qui était techniquement ma petite-fille, mais dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, répondis-je sincèrement. Cette porte vous est ouverte. Quand Lucie partit, je restais sur la terrasse, à la regarder marcher le long de la route. Il y avait quelque chose de symbolique dans cette rencontre, un rappel que même les histoires les plus sombres peuvent avoir des suites inattendues, que les connexions humaines sont complexes et surprenantes, et que la guérison peut venir de sources imprévues. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil préféré, je réfléchis au parcours extraordinaire des 4 dernières années. Du bord d'une falaise au bord d'une révolution dans notre façon de traiter et de protéger nos aînés. De la quasi-fin de ma vie au début d'un mouvement qui transcendait maintenant les frontières. Vous qui avez suivi mon histoire jusqu'ici, je vous prie de partager ce message. Aider à sauver d'autres vies, aider à protéger d'autres personnes âgées vulnérables. Votre action peut faire toute la différence. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle inimaginable s'était transformé en un catalyseur pour des changements réels et significatifs. La loi Leroy avait déjà protégé des milliers de personnes âgées, fournissant des outils légaux et sociaux pour identifier et prévenir les abus. La Fondation Nouveau Regard s'étendait constamment maintenant avec des bureaux dans 5 régions françaises. Le livre et la mini-série continuaient de toucher de nouveaux publics, éveillant les consciences et inspirant l'action. Et moi, je m'étais transformée de victime en militante, de survivante en leader, d'une femme qui avait failli tout perdre en une, qui avait découvert un nouveau but dans la vie. Les douleurs physiques des multiples fractures m'accompagnaient encore quotidiennement, un rappel constant de ce qui s'était passé. La canne restait ma fidèle compagne. Certaines nuits étaient encore peuplées de cauchemars de chute, de trahison, mais chaque matin, en me réveillant et en voyant l'impact tangible du travail que j'accomplissais, je ressentais une profonde gratitude pour cette inexplicable saillie rocheuse qui avait interrompu ma chute. Pour ce miracle qui m'avait donné non seulement quelques années de vie supplémentaire, mais l'opportunité de donner un sens à cette survie. Comme je le disais souvent dans mes conférences, parfois nous devons tomber pour découvrir que nous pouvons voler. Parfois, c'est au moment de la plus grande obscurité que nous trouvons notre lumière la plus puissante. Parfois, c'est seulement quand nous perdons tout que nous découvrons ce qui compte vraiment. Et ce qui comptait vraiment, j'avais appris, et ce n'étaient pas les possessions que Julien et Charlotte convoitaient tant, ni même les liens familiaux qui s'étaient rompus si tragiquement. Ce qui importait, c'était l'héritage que nous laissions, les vies que nous touchions, les changements que nous inspirions. Ma chute n'avait pas été vaine. Le choc de tous au tribunal n'était pas seulement dû à l'horreur de la trahison, mais à la révélation du but qui avait émergé des cendres de cette tragédie. J'avais survécu non seulement pour raconter mon histoire, mais pour réécrire l'histoire de la façon dont nous traitons nos aînés. Et cela, je réalisais avec une clarté croissante, était une raison plus que suffisante pour continuer à marcher, un pas à la fois, appuyé sur ma canne et sur la conviction que même les chutes les plus terribles peuvent, d'une manière mystérieuse, se transformer en envol. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour fatidique sur la falaise. À 76 ans, je vivais une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. La Fondation Nouveau Regard opérait maintenant à l'international, avec des projets dans 7 pays européens. La loi Leroy avait inspiré une législation similaire dans 3 pays voisins. Et moi, une simple institutrice retraitée qui avait failli perdre la vie des mains de son propre fils, j'étais devenue un symbole de résilience et de transformation. Lucie et son frère Thomas étaient devenus des présences régulières dans ma vie. Nos premières rencontres avaient été tendues et émotionnellement éprouvantes.
Ils portaient non seulement la honte de ce que leur oncle avait fait, mais aussi la culpabilité de leur mère qui avait connu le plan et n'avait pas agi. Avec le temps, cependant, nous avions développé une relation affectueuse qui m'avait donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, une famille. Grand-mère, appela Thomas. Il avait commencé à m'appeler ainsi récemment, testant le mot avec précaution, comme s'il craignait ma réaction. J'ai trouvé quelque chose que je pensais que vous aimeriez voir. C'était un dimanche matin, lors d'un de nos cafés hebdomadaires. Thomas, un jeune homme timide et introspectif de 21 ans, étudiait l'histoire à l'université locale et avait développé un intérêt particulier pour la généalogie familiale. « Qu'as-tu trouvé, mon cher ?» Il posa une enveloppe sur la table. « J'ai fait des recherches dans les registres de la famille pour un projet académique. J'ai trouvé ceci dans les archives de la mairie de la ville où vous êtes né. Dans l'enveloppe se trouvait une vieille photographie, jaunie par le temps, montrant une famille devant une simple maison en bois. J'ai immédiatement reconnu mes parents, très jeunes, et moi-même comme une petite enfant dans les bras de ma mère. Où as-tu trouvé cela? Je pensais que toutes les vieilles photographies avaient été perdues dans l'incendie de la maison de mes parents il y a des décennies. Il y avait une archive municipale avec des copies de vieilles photographies de la région. Celle-ci a été prise pour un recensement local en 1950. J'ai regardé l'image les larmes aux yeux. C'était comme récupérer un fragment d'une vie que je pensais complètement perdue, non seulement à cause de la trahison de Julien, mais à cause de toutes les pertes accumulées au fil des ans. Thomas, c'est un trésor, merci. Il sourit timidement, visiblement satisfait de ma réaction. Il y a une chose de plus. Il hésita un moment. J'ai découvert quelque chose à propos de la falaise, à propos de la saillie rocheuse qui vous a sauvé la vie. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Même après tout ce temps, toute mention de ce jour provoquait une réponse physique immédiate. Qu'as-tu découvert? Cette saillie, elle n'aurait pas dû être là. Comment ça? J'ai fait des recherches dans les registres géologiques de la région, dans le cadre d'un travail interdisciplinaire. Selon tous les relevés antérieurs, cette formation spécifique n'existait pas jusqu'à 1 an avant l'incident. Elle est apparue après un petit glissement de terrain. Et le plus étrange, elle a disparu dans un autre glissement quelques mois après votre sauvetage. Un silence profond tomba sur nous trois. Lucie, qui écoutait attentivement, Thomas, nerveux de sa découverte, et moi, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Tu es en train de me dire que cette saillie n'a existé que pendant une brève période, précisément la période où vous en aviez besoin. Thomas me regardait avec un mélange de fascination et de respect. C'est comme si la nature elle-même s'était temporairement arrangée pour sauver votre vie. Lucie, toujours plus pragmatique, intervint. Ou ce pourrait être simplement une coïncidence incroyable. Des glissements se produisent non fréquemment dans cette zone. Coïncidence ou non, répondis-je doucement. Le fait est que je suis ici et que cette survie avait un but qui continue de se déployer. Cet après-midi-là, après le départ des jeunes, je m'assis sur ma terrasse contemplant cette nouvelle information. L'idée que cette saillie rocheuse, ma salvation littérale, n'ait existé que brièvement, précisément quand j'en avais besoin, semblait confirmer ce que j'avais toujours ressenti, que ma survie n'était pas accidentelle. Je n'étais pas une personne particulièrement religieuse, au sens traditionnel, mais j'ai toujours cru en une sorte d'ordre supérieur dans l'univers. Cette révélation sur la nature temporaire de la saillie intensifiait ce sentiment de dessein défini. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous prie d'envisager de vous abonner à la chaîne et de la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de nombreuses personnes âgées vulnérables. Une semaine plus tard, je reçus une invitation à participer à un documentaire international sur la violence envers les personnes âgées. La réalisatrice, une cinéaste primée, voulait m'accompagner lors de mon prochain voyage en Espagne,
où nous aiderions à mettre en œuvre un programme basé sur le modèle de la Fondation Nouveau Regard. Votre travail inspire des changements mondiaux, expliqua-t-elle au téléphone. Nous voulons montrer l'impact concret de comment une histoire individuelle peut transformer les politiques publiques et les attitudes sociales. Sophie, qui à 52 ans dirigeait maintenant officiellement la Fondation, m'encouragea à accepter. Vous méritez de voir la portée de ce que vous avez créé, et votre présence fait toute la différence pour les personnes que nous rencontrons. Le voyage en Espagne fut révélateur à bien des égards. J'ai rencontré des personnes âgées dans des situations terriblement vulnérables, beaucoup vivant des histoires effrayamment similaires à la mienne. Manipulation financière, abus psychologiques, menaces physiques, souvent par leur propre famille. Comment avez-vous trouvé la force de dénoncer votre propre fils ? Me demanda une dame de 84 ans lors d'une rencontre à Madrid. Mon petit-fils vole ma pension depuis des années, mais je n'arrive pas à le dénoncer. C'est mon sang. L'amour véritable n'abuse pas, répondis-je, tenant ses mains ridées. Et parfois, la plus grande preuve d'amour que nous puissions donner à quelqu'un est d'établir des limites. Pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. J'ai vu des larmes dans les yeux de l'équipe de tournage qui documentait ce moment. La cinéaste me confia plus tard qu'elle avait perdu sa grand-mère dans des circonstances similaires. Elle était morte seule, après avoir été financièrement exploitée par son propre fils jusqu'à son dernier centime. Ce que nous filmons ici n'est pas seulement votre histoire, me dit-elle. C'est l'histoire d'une épidémie silencieuse qui affecte les personnes âgées dans le monde entier, et vous montrer qu'il est possible non seulement de survivre, mais de transformer cette expérience en changement. En rentrant en France, je fus surprise d'apprendre que j'avais été nominée pour le prix Nobel de la paix pour mon travail dans la protection des personnes âgées vulnérables. La nomination, faite par un groupe de parlementaires de différents pays, était une reconnaissance de l'impact international que notre lutte avait atteint. Je ne m'attends pas à gagner, commentai-je auprès de Sophie lorsqu'elle, euphorique, me montra la nouvelle dans les journaux. Mais la nomination est déjà une énorme victoire pour notre cause. Elle place les droits des personnes âgées au centre d'une discussion mondiale. Vous méritez chaque reconnaissance, insista-t-elle. Vous avez transformé la pire trahison imaginable en un mouvement qui sauve des vies. Tandis que l'attention internationale grandissait, je reçus une lettre qui me troubla profondément. Elle venait de Julien, l'homme qui avait tenté de m'extorquer après l'arrestation de Julien et Charlotte, l'homme contre lequel Charlotte m'avait mise en garde et qui avait ensuite été arrêté. Maintenant en liberté conditionnelle, après avoir purgé une partie de sa peine, il demandait une rencontre. Pourquoi ? Questionnai-je l'avocat de la Fondation lorsque nous discutions de l'affaire. Que pourrait-il possiblement vouloir de moi après toutes ces années ? Il dit qu'il a des informations importantes sur Julien que vous devriez connaître. Des informations qui pourraient apporter la paix à certaines de vos questions sans réponse. C'était une proposition intrigante et en même temps effrayante. Julien avait été un criminel dangereux, associé aux dettes de jeu de Julien, peut-être même impliqué dans la planification initiale de l'attentat contre ma vie. Après beaucoup de réflexions et contre l'avis de certains amis proches, je décidai de le rencontrer, mais dans un lieu public, avec une sécurité discrète, et Sophie toujours à mes côtés. Le café choisi était situé au centre-ville, toujours animé. Julien arriva ponctuellement, un homme d'âge moyen, les cheveux grisonnants aux tempes, des yeux attentifs qui évaluaient constamment l'environnement. La cicatrice sur son cou, que Charlotte avait mentionnée des années auparavant, était encore visible malgré le col roulé qu'il portait. « Merci de me recevoir, Madame Leroy », dit-il après les salutations formelles. « Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez. »« Je suis mue par la curiosité, » répondis-je directement. « Que pourriez-vous savoir sur Julien que je ne sais pas ?» Il prit une gorgée de café avant de répondre, comme s'il organisait ses pensées. « J'ai connu votre fils bien avant ce que vous imaginez. Pas seulement comme créancier ou associé dans les dernières années. Nous avons grandi ensemble dans le même quartier. » Cette information me surprit.
Julien n'avait jamais mentionné une telle connexion. Julien a toujours été différent, continua Julien. Même enfant, il avait une façon calculatrice. Il manipulait les situations pour toujours s'en sortir, peu importe qui était blessé dans le processus. Pourquoi me racontez-vous cela maintenant? Parce que j'ai vu votre travail, ce que vous avez construit à partir de cette tragédie, et parce que j'étais là. Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Là où? Sur la falaise, ce jour-là. Sophie se pencha immédiatement en avant, protectrice. Que dites-vous? Ce n'était pas prévu que je sois là, expliqua rapidement Julien. Julien me devait beaucoup d'argent. Je le suivais pour m'assurer qu'il ne s'enfuirait pas avant de me payer. Il y avait des rumeurs qu'il prévoyait de disparaître. « Vous avez vu ?» demandai-je, ma voix presque défaillante. « Vous avez vu ce qu'ils ont fait ?» Il acquiesça gravement. « J'ai tout vu, d'une position plus haute sur le sentier. J'ai vu quand ils vous ont amené au bord. J'ai vu quand ils vous ont poussé. J'ai entendu votre cri. Mes mains tremblaient maintenant. Et vous n'avez rien fait pour aider? Sur le moment, non. J'étais choquée pour être honnête. Aussi calculateur que soit Julien, je n'avais jamais imaginé qu'il serait capable de ça. Quand j'ai compris ce qui se passait, c'était déjà arrivé. Et alors, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais pu expliquer. Il semblait maintenant véritablement déconcerté. Pendant que vous tombiez, il y a eu je ne sais pas comment le décrire, une sorte de lumière, une lueur, et vous n'êtes pas tombé comme vous auriez dû. C'était comme si quelque chose ralentissait votre chute, vous guidant vers cette saillie plutôt que vers le fond de la vallée. Sophie et moi échangeâmes des regards rapides. C'était la troisième personne qui rapportait avoir vu quelque chose d'inexplicable pendant ma chute. D'abord Charlotte, maintenant Julien. Et cela correspondait à ma propre expérience surréaliste de ce moment. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai continué à observer. J'ai vu Julien et Charlotte discuter. Je les ai vus partir sans vérifier si vous étiez vraiment morte. Et puis, j'ai fait la seule chose décente que je puisse dire avoir faite dans ma vie. Quoi? C'est moi qui ai appelé les secours. J'ai utilisé une cabine téléphonique à des kilomètres de là. J'ai donné un faux nom, mais j'ai veillé à ce qu'ils sachent exactement où chercher. Je ne pouvais pas vous laisser mourir là, pas après ce que j'avais vu. Cette révélation me laissa sans voix. L'homme, qui plus tard tenterait de m'extorquer, avait été, ironiquement, instrumental dans mon sauvetage initial. Pourquoi avez-vous essayé de m'extorquer après, alors? Parce que je suis qui je suis, répondit-il avec une simplicité brutale. Ou qui j'étais, du moins. J'ai vu une opportunité et j'ai essayé d'en profiter. Je ne dis pas que je suis devenu un saint à ce moment-là. J'ai juste fait une chose correcte au milieu de nombreuses mauvaises. Nous restâmes silencieux quelques instants, le bruit du café autour de nous contrastant avec l'intensité de notre conversation. « Il y a une chose de plus que vous devriez savoir, » dit finalement Julien. Quelque chose que Julien m'a dit des années avant. L'incident. Quoi? Il a toujours su qu'il n'était pas votre fils biologique? Cette affirmation me frappa comme la foudre. Quoi? C'est impossible! Il était le fils de Pierre et moi. Il n'y a jamais eu le moindre doute. Julien secoua lentement la tête. Il l'a découvert par hasard en fouillant dans de vieux documents pendant la maladie de votre mari. Il a trouvé des papiers d'adoption. D'après ce que j'ai compris, vous l'avez adopté quand il n'avait que quelques semaines. Mon esprit tournoyait, essayant de traiter cette information explosive. C'était vrai que Julien avait été adopté. Un secret que Pierre et moi avions décidé de ne jamais révéler, pas même à lui. Comment Julien pouvait-il savoir cela? Il l'a mentionné plusieurs fois quand il buvait trop, continua Julien. Il disait que cela expliquait pourquoi il n'avait jamais ressenti de véritable connexion avec vous, pourquoi il s'était toujours senti comme un étranger dans sa propre famille. Il utilisait cela pour justifier beaucoup de ses actions. Mais
Nous l'avons aimé comme le nôtre depuis le premier jour, répondis-je, les larmes coulant maintenant librement. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions. Jamais, pas un seul instant, nous ne l'avons considéré comme moins que notre propre sang. Je vous crois, dit Julien doucement. Mais Julien s'est construit une narrative différente dans son esprit, une dans laquelle il était la victime, l'éternel étranger, celui qui devait prendre ce qui lui revenait, parce que rien ne lui appartenait vraiment de droit. Cette révélation jetait une nouvelle lumière sur toute la tragédie. Elle ne justifiait rien de ce que Julien avait fait, mais elle offrait un aperçu de la distorsion psychologique qui peut se produire quand quelqu'un s'accroche à un ressentiment profondément enraciné. Quand la rencontre se termina, Julien me remit une enveloppe. Ce sont quelques vieilles photos, de Julien enfant, certaines avec vous et votre mari. Je les ai trouvées parmi ces affaires qui sont restées avec moi après tout. J'ai pensé que vous aimeriez les avoir. J'acceptai l'enveloppe d'une main tremblante. Pourquoi avez-vous vraiment voulu me rencontrer après toutes ces années? Il réfléchit à la question un moment. Parce que j'essaie de réparer ce que je peux avant qu'il ne soit trop tard. Je n'attends ni pardon, ni rédemption. J'ai simplement pensé que vous méritiez de connaître toute la vérité. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil préféré avec Sophie encore à mes côtés pour un soutien émotionnel, j'ouvris soigneusement l'enveloppe de Julien. Les photographies étaient des fragments d'une vie qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Julien enfant, à son premier jour d'école, Julien adolescent, à sa remise de diplôme, Julien jeune adulte à son mariage. Et parmi elles, je trouvais quelque chose qui me coupa le souffle, une lettre jaunie par le temps, écrite avec l'écriture de mon défunt mari Pierre. Mon fils Julien, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as finalement trouvé les papiers de ton adoption. Ta mère et moi avions prévu de te le dire quand tu aurais 18 ans, mais ma santé se détériore et je crains de ne pas être là pour cette conversation importante. Je veux que tu saches que, depuis le moment où nous t'avons pris dans nos bras, tu as été notre fils dans tous les sens qui importent. Il n'y a aucune différence dans l'amour que nous ressentons pour toi, parce que nous ne partageons pas le même sang. En fait, il y a quelque chose de spécial à savoir que nous nous sommes mutuellement choisis comme famille. Tu peux te demander qui sont tes parents biologiques. Nous savons peu de choses, seulement que ta mère était très jeune et sans moyens pour t'élever, et qu'elle t'a spécifiquement confié à l'adoption en espérant que tu aurais une vie meilleure. C'était un acte d'amour, pas d'abandon. Fils, j'espère que cette révélation ne changera pas la façon dont tu te vois ou dont tu vois notre famille. Tu as été, tu es et tu seras toujours la plus grande joie de nos vies. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons enseigné, tout ce que nous sommes en tant que famille, t'inclut complètement. Avec un amour éternel, ton père, Pierre. La lettre n'avait jamais été remise. Pierre avait dû l'écrire pendant qu'il était malade, prévoyant de la donner à Julien à un moment approprié. Mais il est décédé avant cela. Et la lettre est restée oubliée parmi des documents qui sont finalement arrivés entre les mains de Julien lors de l'organisation de la succession. J'ai longuement pleuré après avoir fini de lire. Sophie, qui lisait par-dessus mon épaule, avait aussi les larmes aux yeux. « Il savait, murmurai-je. Julien savait à quel point il était aimé, à quel point il était chéri, et pourtant, il a choisi de s'accrocher à la narrative de l'abandon, de la différence, du ressentiment. Certaines personnes cherchent des raisons pour justifier ce qu'elles ont déjà décidé de faire, répondit sagement Sophie. Peut-être avait-il besoin de ce ressentiment pour poursuivre le plan terrible qu'il avait élaboré. Dans les jours qui suivirent, j'ai traité ces nouvelles informations. L'idée que Julien avait construit une identité basée sur un ressentiment d'être adopté, même en ayant été profondément aimé, était douloureuse, mais aussi éclairante. Cela ne diminuait pas la gravité de ses actions, mais offrait une perspective plus complète sur la complexité psychologique qui les sous-tendait. Le documentaire sur notre travail en Espagne fut lancé au Festival du film des droits humains de Berlin, recevant des acclamations critiques
et élargissant encore la visibilité de la cause. Lors de la séance de première, la réalisatrice m'invita sur scène pour une conversation après la projection. « Madame Leroy », demanda une jeune femme dans le public, « après tout ce que vous avez découvert sur votre fils, après toutes les révélations, pouvez-vous lui pardonner ?» C'était une question que j'avais reçue d'innombrables fois au fil des ans, et pourtant, elle me faisait toujours faire une pause et réfléchir. « Le pardon est un voyage, pas une destination, » répondis-je finalement. Il y a des jours où je sens que j'ai réussi à pardonner, non pas parce que ce qu'il a fait était pardonnable, mais parce que le pardon me libère du poids de la haine. Et il y a des jours où la douleur revient, aussi fraîche que lors de ce premier moment de trahison. Je fis une pause, considérant soigneusement mes prochains mots. Mais ce que j'ai appris, c'est que nous n'avons pas besoin d'attendre le pardon parfait pour aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de résoudre toutes les questions sans réponse pour trouver un but. Parfois, c'est précisément dans les fissures de nos histoires brisées que la lumière la plus puissante parvient à entrer. À la fin de ma réponse, le public éclata en applaudissements. Je vis des larmes sur de nombreux visages, pas seulement de compassion pour mon histoire personnelle, mais de reconnaissance. Reconnaissance que nous portons tous nos propres chutes, nos propres trahisons, nos propres questions sans réponse complète. 7 ans après ce jour sur la falaise, à 78 ans, je continue mon voyage, littéralement et métaphoriquement. J'utilise encore une canne pour marcher, je ressens encore des douleurs, des anciennes fractures, je me réveille encore occasionnellement de cauchemars de chute. Mais ces limitations et cicatrices ne définissent pas ma vie. Elles ne sont que des parties d'une histoire beaucoup plus grande. Une histoire sur comment, parfois, nous devons tomber pour découvrir notre véritable force. Comment, parfois, les pires trahisons peuvent nous mener à nos buts les plus significatifs. Comment, parfois, les miracles ne viennent pas sous la forme que nous attendons, mais exactement sous la forme dont nous avons besoin. La saillie rocheuse qui a sauvé ma vie ce jour-là n'existe plus physiquement, un détail qui me donne encore des frissons quand j'y pense. Mais sa signification et son impact continuent de s'étendre, touchant des vies bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et c'est peut-être ça, le vrai miracle, pas seulement que j'ai survécu à cette chute impossible, mais que la chute elle-même est devenue un envol qui continue d'élever d'autres personnes avec moi. L'histoire qui a choqué tout le monde au tribunal ne s'est pas terminée quand le marteau du juge a frappé pour la dernière fois. Elle continue de se déployer dans chaque personne âgée protégée, dans chaque loi mise en œuvre, dans chaque changement d'attitude sur la façon dont nous valorisons nos générations plus âgées. Dans mes conférences, je conclus souvent avec les mots qui sont devenus un mantra pour moi et pour tant d'autres. Nous ne sommes pas définis par les abîmes dans lesquels nous tombons, mais par ce que nous construisons après avoir survécu à la chute. Et ceci, plus que toute autre chose, est la vérité que j'ai révélée au tribunal et que je continue de révéler au monde, que même dans les histoires les plus sombres de trahison, il existe une possibilité de lumière. Une lumière qui peut guider non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui cherchent encore leur chemin à travers l'obscurité. Je remercie de tout cœur chacun d'entre vous qui a suivi mon histoire jusqu'à la fin. Si vous connaissez quelqu'un en situation vulnérable, ou si ce récit vous a touché, je vous prie de le partager et d'aider à diffuser ce message. Ensemble, nous pouvons protéger nos aînés et transformer les tragédies en objectifs. Laissez votre commentaire, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette mission vitale.